La seconde partie de notre débat consacré ce soir à l'élection présidentielle en Algérie, ce sera demain, je le rappelle, 6 candidats en lice, dont le président sortant Abdelaziz Bouteflika, 77 ans, qui brigue un 4e mandat. Et puis on apprend ce soir, Kader Abderrahim nous le disait tout à l'heure, ses craintes d'échauffourées, de violence au lendemain de cette élection. Et bien on apprend ce soir que la police a violemment dispersé des activistes, des opposants dans la capitale Alger ce soir. Voilà ce que l'on apprend il y a quelques minutes. Alors moi, je vous propose d'écouter ces réactions d'Algériens, comment ils perçoivent aujourd'hui leur pays, comment ils vivent dans leur pays. Réactions recueillies dans la banlieue d'Alger à Bab el-Oued. Il n'y a pas de liberté d'expression, pas de boulot, il n'y a rien. Je ne sais pas ce que fait le pouvoir. Ils dirigent le pays, mais ils ne font rien. Il n'y a pas une mèche pour les jeunes, il n'y a pas une mèche pour la société algérienne. Ils ne donnent rien, ils ne donnent pas de la chance. C'est une grande prison. J'avais l'opportunité d'aller au Canada, j'avais été sollicité par des amis qui étaient au Canada. Donc j'avais un profil qui était recherché. C'était par rapport. Je me suis dit que j'avais l'opportunité de réussir ici en Algérie, pourquoi aller chercher ailleurs Alexandre Kateb, c'est un pays riche, l'Algérie, riche en ressources pétrolières, en ressources gazières. Comment se fait-il que ça ne profite pas à la population aujourd'hui, hein ? Effectivement, c'est le grand paradoxe de la situation algérienne, hein. Un pays riche avec un peuple pauvre. Enfin, le peuple, il est plus aussi pauvre que ça. On l'a vu dans la vidéo qui a été montrée tout à l'heure. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que l'Algérie, surtout, vit au-dessus de ses moyens. Les Algériens vivent au-dessus de leurs moyens par rapport aux capacités réelles de l'économie, qui est entièrement fondée sur les hydrocarbures. Et là, il n'y a pas eu du tout de diversification opérée au cours des 10 à 15 dernières années. Il y a eu une augmentation du niveau de vie. Ça, il ne faut pas le nier. Le revenu par habitant a été multiplié par 3 en 10 à 15 ans. Il y a eu de la construction d'infrastructures. Tout ce que le régime met en avant, d'une certaine manière, c'est vrai. Mais derrière, les problèmes sociaux, comme Kader l'expliquait, tous les disons cette déstructuration de la société et cette absence aussi d'horizon, eh bien ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est accentué par l'absence de perspective de modèle économique, puisque il n'y a pas de tissu industriel par exemple en Algérie, ça c'est un vrai problème. Il y a des tentatives, hein, on essaie de faire venir Renault, oui. Lafarge, Sanofi, donc il y a des tentatives d'amorcer cette espèce de réindustrialisation, mais il n'y a pas de vision d'ensemble et surtout il y a des forces très puissantes qui s'opposent à ce changement, notamment tout le lobby des importateurs qui préfèrent importer aujourd'hui par exemple des voitures plutôt que de fabriquer sur place. Personne n'est assez fou pour investir 10 milliards de dollars dans une usine automobile alors qu'on peut vivre grassement sur le dos de la bête. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans de nombreux secteurs et qui est entretenu par cette rente. Cette rente. Et les ressources énergétiques, est-ce qu'on a une idée dans combien de temps elles vont s'épuiser, ces ressources ? Alors, oui, d'après. Ça laisse combien de temps à l'Algérie ? Parce que finalement, il y a un peu une épée de Damoclès au-dessus d'elle. On parle souvent de cet horizon de 2030. À l'horizon 2030, l'Algérie n'exporterait plus de ressources naturelles puisqu'elle consommerait. Ça va aller vite, hein, c'est demain. En termes pour le pétrole, par exemple, on a déjà dépassé le pic. L'Algérie commence à produire moins de pétrole cette année que l'année dernière. Pour le gaz, c'est aussi quelque chose qui peut arriver. S'il y avait le gaz de schiste, c'est la perspective d'augmenter la production grâce à ce gaz de schiste. Mais on voit bien que tout ça ne suffira pas et qu'à un moment donné, il faudra complètement changer de modèle économique. Kader Abderrahim, c'est un peu la course contre la montre là, donc, pour le régime algérien. Il faudra que le prochain président, ou en tout cas les autorités algériennes, réfléchissent justement à un autre modèle et attirer, en tout cas, prendre l'argent de cette rente pétrolière et gazière et puis créer quelque chose derrière. Oui, enfin ça suppose une véritable révolution copernicienne. Encore une fois, pendant la campagne électorale, c'était l'occasion de nous expliquer, enfin surtout d'expliquer aux Algériens quel est le projet du candidat Bouteflika, même s'il n'a pas fait campagne. Or, on n'a rien entendu. L'opposition a fait campagne sur le mode « il ne peut pas faire un 4e mandat parce qu'il est malade et il ne peut pas assumer les charges de sa fonction ». Et l'entourage du président sortant n'a même pas cherché à mettre en avant son bilan. Bon, évidemment, on a rappelé 2-3 choses, les autoroutes, la construction de logements, mais on avait pris un retard considérable, considérable. Ce sont des millions d'Algériens qui étaient mal logés. Ce n'est pas quelques dizaines de milliers de personnes, des millions qui étaient très mal logés. Or, aujourd'hui, imaginez que demain, la même personne, le même entourage, avec un régime qui n'a absolument pas évolué, pourrait changer
et remettre en cause tout ce qui existe, ou bien même amorcer des réformes, me paraît extrêmement inenvisageable. Donc je ne suis pas très optimiste. Mais à court terme, c'est évidemment une course contre la montre, parce que sinon l'Algérie va dans le mur. Il n'y a pas simplement des menaces internes, il y a aussi des menaces aujourd'hui externes, ce qui n'était jamais arrivé depuis l'indépendance. On voit bien la guerre au Mali, l'instabilité au Niger, la Tunisie, bon, la Libye ou l'Égypte un peu plus lointaine. Tout cela résonne dans la tête à la fois des dirigeants algériens, mais des citoyens. Ils voient bien qu'il y a des plaques tectoniques qui sont en train de bouger et de nouveaux équilibres régionaux qui sont en train de se mettre en place, dont à laquelle l'Algérie pourrait ne pas être associée. Et l'une des perspectives qui me paraît être intelligente, mais qui serait envisageable à très court terme, c'est l'intégration régionale, c'est le Maghreb. Or, aujourd'hui, personne ne veut l'envisager. Karim Akiki voulait réagir parce que Kader Abderrahim disait oui que le peuple algérien avait aussi finalement se rendait bien compte qu'il se passait des choses chez les voisins, qu'il y avait des sociétés aussi en mouvement. Mais à côté de ça, j'ai aussi envie de vous dire, est-ce que les Algériens n'ont pas peur aussi justement aujourd'hui de ce qui se passe chez les voisins, que ce soit la Libye, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Tunisie. D'ailleurs, le régime joue un peu ça, brandit un peu la menace de regarder ce qui se passe chez les voisins. Ils ont fait leur révolution et voilà ce qui pourrait arriver chez vous, le chaos. Par le régime. Alors, on a un souci de son, Karim Amelal, justement cette peur du chaos quand on voit les révolutions chez les voisins. La peur a un double titre, la peur effectivement de ce qui se passe dans l'environnement régional, comme ça a été rappelé à juste titre, ce qui se passe aux frontières. N'oublions pas qu'il y a eu un attentat terroriste meurtrier il n'y a pas si longtemps, à Tigen-Tourin, et ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Égypte, et d'autre part, la peur de ce qui est déjà arrivé à l'Algérie. La décennie noire, la mémoire de la décennie noire est encore vive, et le régime et les représentants du président Bouteflika n'ont cessé tout au long de la campagne d'agiter ce double chiffon rouge en disant attention, attention, attention à l'extérieur, ça bouge, etc. Les frontières, c'est compliqué, il y a un risque terroriste. Et puis attention parce que ça nous est déjà arrivé. Et regardez, vous, Algériens, regardez où ça nous a conduit. Le printemps arabe, on l'a connu en octobre 88 et regardez où ça nous a amené. Ça nous a amené à 10 années de guerre civile. Donc, faisons confiance et faites confiance à celui qui est là, celui qui assume ses fonctions, c'est le président Bouteflika. Donc c'est cette peur et cette utilisation de la peur à travers le risque régional et à travers la mémoire de la guerre civile, la mémoire de la décennie noire, a été un instrument politique aux mains du camp ou des partisans du président Bouteflika. J'ajoute que cette peur, elle est réelle, beaucoup d'Algériens, et elle explique en partie, doublée au fait que beaucoup bénéficient du statu quo et des subsides de l'État, elle explique l'attentisme, alors peut-être pas la résignation effectivement, mais l'attentisme des Algériens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, en disant bon, c'est compliqué à l'extérieur, on a un type qui est là en place même s'il n'est pas en très bonne santé, et puis surtout finalement grâce à l'ANSEJ notamment, qui est l'agence qui donne énormément de prêts, de crédits aux jeunes qui en bénéficient beaucoup. C'est une agence nationale, absolument, voilà. C'est une agence d'État qui donne énormément des crédits aux jeunes. Énormément, bien sûr. Alors il y a les logements, même si c'est effectivement un effet de rattrapage, qu'il ne faut pas exagérer parce que l'Algérie était très très en retard, le mal logement était catastrophique, et il est toujours d'ailleurs en grande partie, il n'est pas encore tout à fait réglé, mais il y a énormément dans toutes les régions, dans toutes les wilayas du pays, il y a grâce à l'ANSEJ, des prêts à taux zéro qui sont donnés à des jeunes qui ont des projets de création d'entreprises, etc., de fourgonnettes dans l'Est. Bon, il y a tout un tas de choses qui existent. Donc, bon, finalement, on bénéficie quand même un peu de ce gouvernement, en tout cas de ses subsides. Le gouvernement achète la paix sociale, c'est une tactique vieille comme le monde. Et d'autre part, il y a ce risque aux frontières. Donc, bon, attendons et voyons un petit peu ce qui se passe. C'est vrai que c'est un peu l'état d'esprit de beaucoup. Oui, on vous entend, Karim, je vais vous donner la parole. Ce qui explique peut-être aussi que des mouvements, par exemple, comme Barakat, qui signifie « ça suffit », ne prennent peut-être pas, parce qu'il faut se dire la vérité, ne prennent pas une énorme ampleur. Ce qui explique qu'au moment des révolutions dans les pays arabes, il y avait un début de contestation en Algérie qui a été très très vite, parce qu'ils ont peur et que finalement, ils se disent
On n'est pas si mal loti que ça. Descendre dans la rue, effectivement, c'est un risque, et c'est un risque que beaucoup ne sont pas encore arrivés à la situation où ils considèrent qu'il est temps de le prendre. Cela dit, ça ne doit pas masquer ce que vous avez dit, Kader, tout à l'heure, c'est-à-dire les agitations qui se multiplient depuis des mois et des mois. Ardaya en est un très bon exemple. Il y a des grèves, je crois qu'il y a eu plus de 10 000 mouvements sociaux, alors grèves, émeutes, etc. en Algérie. Ça se multiplie, ça prend des proportions importantes, ça vient de la société civile, pas des partis politiques traditionnels. Il y a une effervescence. Il y a une effervescence. C'est la première fois que vous sentez effervescence en même temps. Oui, c'est quelque chose qui est nouveau là. Ça fait plusieurs années que ça dure. Mais ça prend des proportions qui sont pas intéressantes quelque chose et qui ont explosé pendant la campagne, parce qu'il y a tout un tas de meetings, etc. Il y a eu 2 jours d'émeutes à Béjaïa notamment. Enfin, c'est quelque chose qui devient très récurrent. Karima Kiki, vous vouliez réagir? Je crois qu'on a retrouvé le son en direct d'Alger. Je voulais ajouter une précision à propos de ces prêts aux jeunes que nous avons rencontrés. C'est une manière aussi de financer le chômage des jeunes. Je vous explique rapidement de quoi il s'agit. Il suffit d'avoir un projet pour monter une entreprise et l'État finance ces projets-là, mais sans suivi, sans contrepartie. Elle ne réclame pas son argent tout de suite et ça permet aux jeunes, généralement j'ai vu quelques exemples, des jeunes qui pouvaient s'acheter des voitures et qui pouvaient voyager. Par exemple, l'argent n'est pas réinvesti dans l'économie, en tout cas pour la plupart des jeunes que nous avons rencontrés, et l'État même ne compte pas leur demander un jour un remboursement, et ça, ils l'ont bien compris. Et puis c'est une manière aussi de maintenir une paix sociale de la part du gouvernement vis-à-vis des jeunes. Kader Abderrahim, vous voulez réagir? Oui, je crois que l'ANSEJ, dont on parle depuis tout à l'heure, cette agence d'État qui favorise le prêt aux jeunes, est typique de ce mode de gestion populiste. C'est-à-dire qu'il suffit de présenter un dossier plus ou moins bien ficelé et vous avez X milliers ou dizaines de milliers de dinars. Et en contrepartie, on ne vous demande pas grand-chose. Donc il y a une forme de gestion comme ça, comme une épicerie. Mais on ne gère pas un État, il n'y a pas une vision globale. Évidemment que la question de la jeunesse est une question centrale dans un pays aussi jeune. Mais avec cette perspective populiste, on n'ira pas beaucoup plus loin qu'à la semaine ou au mois ou à l'année. Parce que ces jeunes vont très vite comprendre qu'une fois qu'ils auront dépensé l'argent qu'on vient de le prêter, ils ne pourront pas retourner au guichet de l'ANSEJ pour redemander un nouveau prêt. Ce sera terminé. Que feront-ils à ce moment-là? Donc, ils se retrouveront à nouveau le dos au mur. Et avec cette frustration toujours aussi vive, aussi vivace, et cette plaie ouverte ne peut être refermée. C'est très pervers. Et en même temps, il n'y a aucune pédagogie qui est faite de la part des gouvernants, comme ce devrait être le rôle, mais en même temps vis-à-vis de cette jeunesse, parce que c'est un pays qui fonctionne... De la rente, quoi. Oui, c'est une forme de redistribution de la rente, un petit peu, pas beaucoup, mais c'est une forme de redistribution parce qu'on est assis sur un tas de dollars, mais ça ne va pas durer. Ça va très vite fondre. Alors je laisse le spécialiste nous expliquer comment et pourquoi, mais la perspective, elle est effectivement à très court terme. Et je voulais juste insister sur cette question, parce que le régime algérien est depuis les origines un régime populiste. Donc on ne peut pas parler de dirigeants qui soient populaires. On achète des clientèles. Alors une fois, c'est les anciens combattants, les paysans, les femmes, les étudiants, les berbères parfois, quand c'était nécessaire. Là, c'est les jeunes. Donc on est dans une forme de gestion qui permet d'obtenir pour un temps donné un peu de calme et un peu de tranquillité. Tant que ça dure, c'est bon à prendre. Mais il n'y a pas de gestion à moyen ou à long terme. Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a une espèce de gestion des revendications catégorielles, d'où qu'elles viennent. Kader Abderrahim l'a dit très justement. Et en même temps, on est en train de renforcer le modèle de la rente. Puisque l'une des rares lois qui a été votée ou qui a débouché ces dernières années, c'est la loi sur les hydrocarbures de 2012, avec un nombre de permis record, de 30 permis d'exploration qui vont être mis aux enchères, et notamment qui sont destinés à attirer les sociétés pétrolières internationales, dans une dizaine de ces permis sur le gaz de schiste. Donc c'est une fuite en avant. On essaye d'anticiper la hausse des besoins économiques et sociaux en essayant d'investir encore plus et davantage dans la rente et finalement de renforcer tous les acteurs qui bénéficient de cette rente sans aucune alternative. Et tant que le système politique effectivement sera bloqué, tant que tous ces acteurs qui profitent de la rente n'auront aucun intérêt à changer de fusil d'épaule, eh bien la révolution ou le changement de régime ne pourra venir que d'en bas, à travers les réseaux sociaux comme Chouf Chouf. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi un personnage charismatique? Il en faut aussi oui, c'est important aussi. Il faudrait un Gorbatchev, mais un Gorbatchev intelligent. Voilà, mais est-ce qu'il y en a un en Algérie, Karim Amela, là?
Moi, à titre personnel, je n'en vois pas vraiment. Alors, Parce qu'il y a des mouvements, mais des mouvements finalement qui Voilà. sont un peu diffus, qui sont éparses. Quelqu'un, vous voyez, qui pourrait coaliser tous Bon, ces je crois aussi tous qu'il ces faut parler mouvements. de la figure, peut-être un instant, de Benflis, qui est quand même le principal challenger de Bouteflika, qui ne représente pas, peut-être, je pense, le Gorbatchev auquel Alexandre Kateb faisait référence. C'est un homme du régime, un type du Sérail. système, du sérail, absolument. Des premiers ministres, premier ministre de l'actuel chef de l'État, un type qui a fait toute sa carrière dans le service public, magistrat, etc. Bref, c'est un type du sérail, comme vous dites. Donc je ne sais pas si le changement peut venir de lui. Néanmoins, c'est quelqu'un qui, indiscutablement, à mon sens, incarne aujourd'hui quelque chose. Dire à travers la campagne qu'il a faite, à travers la mobilisation, qui est difficile de jauger précisément, mais qu'il a pu susciter, c'est peut-être, en tout cas, une figure politique qui émerge aujourd'hui face au chef de l'État. Je ne pense pas, en revanche, très honnêtement, que le changement compte tenu du paysage politique actuel, de sa sclérose chronique, je ne pense pas que le changement puisse émerger de la classe politique algérienne, mais plutôt, effectivement, de différents autres canaux, de différents autres relais, des syndicats peut-être, des mouvements étudiants. Mais il faut des hommes quand même. Il faut des hommes pour incarner mener, ce changement. Il faut des hommes pour Abdelrahim. incarner ce changement. Il y en a sans doute. Il y en a qui vont peut-être sont dans émerger, les vous partis pensez d'opposition, peut-être, qui vont émerger, effectivement. Kader Abderrahim. Oui, moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'il existe sûrement. Je pense que ce sont les événements qui le révéleront. Ceci étant, je ne crois pas beaucoup à la figure de l'homme providentiel. Je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs historiques et politiques qui doivent être réunis pour que, à un moment donné, cet homme ou cette femme, d'ailleurs, qui se trouverait en condition de pouvoir entraîner avec lui ou avec elle un peuple puisse avoir une chance d'aboutir ou de faire vivre ou de faire triompher des idées et des valeurs. Je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. C'est vrai qu'on est quand même dans un pays, dans une région du sud de la Méditerranée très conservatrice et qu'on a tendance à voir toujours culturellement ce visage du zaïm, comme on dit en arabe, du leader, quoi, de celui derrière lequel on se range, parce qu'on pense qu'il a à la fois la connaissance et la sagesse. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qu'il faut revoir, qu'il faut réviser, parce que la modernité nous impose aussi. La mondialisation a fait éruption de manière extrêmement violente en Algérie, qui n'y était absolument pas préparée. Les élites politiques ou économiques, pas plus que la population. Donc il y a des frictions, des tensions, et on a l'impression de dresser un tableau extrêmement sombre et noir, mais il faut quand même souligner, rappeler et insister sur le fait qu'il y a une vitalité dans la société qui est extrêmement vive, qui est forte, et qui continuera à vivre parce que on ne peut pas, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, verrouiller indéfiniment. Et même si c'est possible, il y a de tels moyens de contourner que ça finit par vous échapper. On a eu des exemples récents. On a vu l'Égypte avec un État extrêmement puissant, une armée bien plus puissante et beaucoup plus imbriquée dans l'économie nationale que l'Algérie. On a vu la Tunisie, on a vu la Libye, on voit ce qui se passe en Syrie. Donc aujourd'hui, plus personne ne peut dire que ça n'est pas possible. Alexandre Kateb. L'exemple égyptien est un bon exemple puisque ça met en évidence le rôle très important de l'armée. Et on sait qu'en Algérie, l'armée a un rôle très important au sein du pouvoir. Hein. C'est vraiment l'un des pôles principaux du pouvoir. Et paradoxalement, on a vu souvent dans un certain nombre de pays comme ça qui ont réussi à émerger que le changement venait du cœur même de la structure militaire, que ce soit en Turquie, que ce soit au Brésil à la fin des années 70, que ce soit en Birmanie aujourd'hui, où l'armée est en train de donner le pouvoir aux civils, et au sein de l'armée, il y a des intellectuels, il y a aussi y compris au sein de la fameuse DRS, hein, la direction des services de renseignement, où il y a des gens qui essaient de se projeter dans l'après-Bouteflika, bien sûr, mais aussi à un horizon de 30 à 50 ans. Et aujourd'hui, le changement, bien sûr, ne pourra pas venir que de ces gens-là, mais ils seront partie prenante aussi de ce changement. Il y a des forces du changement. Il y a des forces du changement. Absolument. Voilà, ce sera le mot de la fin de ce débat. Il y a des forces du changement en Algérie. On refera demain soir un débat sur la présidentielle en Algérie, un scrutin, je vous ai bien entendu tous autour de cette table, mais vous n'êtes pas les seuls à le dire, joué d'avance. Je serai demain soir encore avec vous, Karim Akiki. De toute façon, on sera avec vous tout au long de la journée de jeudi, en direct d'Alger, donc pour suivre cette élection présidentielle. Merci à tous les trois. Vous restez avec moi. Et Karim Amela, ça va être particulièrement
certainement vous intéresser. Karim Yayaoui va faire une chronique sur les réseaux sociaux. Je peux vous dire qu'il se sert très souvent de votre plateforme Chouf Chouf pour nous montrer des vidéos. Karim, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà, et on va consacrer toute cette chronique à cette élection présidentielle en Algérie. Alors, sous le signe un petit peu de l'inquiétude, on partageait beaucoup cette une d'Al Watan dans sa version week-end, la grande peur de l'après-17 avril. Alors, cette une est un petit peu inquiétante, une rue déserte, des boutiques fermées, comme si il y allait avoir des violences. Alors, cette inquiétude, on la retrouve aussi dans les pages d'Al Watan sur le site intérieur, qui évoque cette grande manifestation du côté de Tizi Ouzou, en Kabylie, à l'appel du Rassemblement pour la culture et la démocratie, une manifestation qui a rassemblé du monde. Ce parti, qui a à une époque fait partie du gouvernement, aujourd'hui, eh bien, il appelle à ce que les électeurs n'aillent pas voter. Inquiétude aussi relayée sur le site du Huffington Post, élection présidentielle en Algérie. Que se passera-t-il après le 17 avril ? Peur, rue, colère ou impasse. Alors, ce site internet nous explique qu'il y avait des éléments qui permettaient au pouvoir de se maintenir sans trop d'inquiétude. Le contrôle du champ politique par la DRS que vous venez d'évoquer. Il y avait aussi évidemment cette manne pétrolière qui est reversée abondamment, de façon tellement abondante que le FMI s'en est même inquiété en demandant aux autorités algériennes de lever le pied, arrêter de dépenser n'importe comment. Et puis, cette peur alimentée par le pouvoir algérien d'une résurgence de la violence telle qu'elle a pu exister dans les années 90, mais ces arguments sont en train de s'envoler petit à petit, ce qui fait que l'inquiétude est grande, tellement grande que du côté des autorités françaises, on déconseille l'Algérie à ses ressortissants, le ministère des Affaires étrangères. Tout le territoire algérien. Alors, faites attention dans certaines zones, évitez les manifestations qui pourront avoir lieu pendant cette journée d'élection, donc faites attention un petit peu partout en Algérie, c'est en tout cas le message relayé par les autorités françaises. Alors Abdelaziz Bouteflika a été totalement absent de cette élection. Il devrait voter, se présenter à un bureau de vote du côté d'El Biar, un quartier d'Alger, demain à 10h, une des très rares apparitions du président, même si on avait évoqué sa présence pour un des tout derniers meetings. Le spectre, pardonnez-moi, de la fraude qui plane sur cette élection, on en a d'ailleurs parlé ce soir dans le débat. On sait qu'en mars dernier, on a appris que l'Union européenne n'allait pas envoyer d'observateurs. La cause était toute simple, c'est que les Algériens ne l'avaient pas demandé suffisamment tôt, parce que pour organiser ça, il faut un minimum de temps. Alors il n'en fallait pas plus pour que certains soulignent que c'était prémédité, que l'Algérie a fait exprès. Alors on essaie de nous rassurer, comme sur ce site internet, le Temps d'Algérie, qui nous explique qu'il y aura tout de même des observateurs de l'Union africaine ou de la Ligue arabe. Alors ce qui est plus inquiétant, c'est que ces observateurs ont été présents lors des élections précédentes et que ça n'a pas été la transparence et la démocratie absolue. Donc on peut douter de l'importance de cette présence. Et puis sur le site internet d'Al Watan, on trouve aussi cette déclaration du président du MSP, un parti qui boycotte la présidentielle, qui dit que de toute façon, sans fraude, Bouteflika ne passera pas. Alors celui qui a le plus violemment critiqué cette fraude, c'est Ali Benflis, qui expliquait qu'elle a déjà commencé. Mais comment finalement prendre en compte ces déclarations lorsqu'on sait qu'en 1999, il a été le directeur de campagne de Abdelaziz Bouteflika et qu'en 1999, eh bien, la fraude, on en avait beaucoup parlé parce que ce n'était pas l'élection la plus transparente qui ait pu avoir. C'est pour ça qu'il est bien placé et qu'il peut savoir s'il y a de la fraude ou pas. Alors, il saura sans doute, enfin pour lui, elle a déjà commencé, elle est déjà en place et il n'y a pas de doute qu'elle va avoir un rôle très important dans cette élection. Alors, étonnant, le site francetv.info propose 10 manières de frauder, comme si les Algériens avaient besoin de ça. Élection, quels moyens de frauder? Trafiquer les listes, intimider, détourner les cartes d'électeurs. Ça a l'air tout simple quand on regarde sur le site de France Télévisions. La campagne qui était marquée par une présence importante des anti-Bouteflika sur la toile et notamment peut-être sur sur le site Chouf Chouf, il y a pas mal de vidéos qui ont été virales, qui ont été très partagées, notamment cette vidéo et cette campagne de dislike vis-à-vis d'un clip pro de Bouteflika. Il y a aussi cette
parodie d'une chanson Papa Outé transformée en Bouté Fouté. C'est vrai que sur le site qu'on a vu et sur le site Chouf Chouf, elle est encore disponible d'ailleurs. En tout cas, Facebook a été évidemment une caisse de résonance pour toutes les critiques et pour l'imagination de tous ceux qui critiquent Bouteflika. Il y avait par exemple The Not Walking President, référence à une célèbre série télévisée. Et puis il y a aussi ce mouvement Barakat qui a massivement utilisé Facebook pour relayer son point de vue, mais aussi pour appeler à des rassemblements. Alors ça a tellement énervé un ministre d'Abdelaziz Bouteflika qu'il s'en est expliqué sur le plateau de TV5 Monde, Amara Benyounès, qui expliquait que ce n'est pas Facebook qui vote, c'est le peuple algérien. Alors on sent bien que tout de même les réseaux sociaux ont une importance, puisque la page Facebook d'Abdelaziz Bouteflika atteint les 428 000 likes. Le problème, c'est que ça a explosé en quelques jours et qu'il y a eu un afflux massif de likes en provenance de Turquie, ce qui fait penser qu'il y a peut-être eu quelques achats de likes sur Facebook. Merci beaucoup, merci Karim, merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Merci à Karim Akiki qui était avec nous en direct d'Alger. Très belle soirée. Tout de suite, le journal Algérie, on en reparle demain soir dans le débat et tout au long de la journée sur l'antenne de France 24. Merci beaucoup Karim, tout de suite le journal.